sur France 3. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 12-13. Dans les Alpes, en Savoie, la ville de Chambéry a décidé de vendre une partie de son patrimoine pour payer ses dettes. Une décision que l'opposition juge inappropriée. Le premier volet de notre série sur les conséquences du réchauffement climatique dans les Alpes, nous verrons quel est l'impact sur la flore qui évolue et s'adapte depuis une trentaine d'années. Et puis le beau temps revient en force sur notre région, soleil dominant à quelques bancs nuageux près, température en pleine autour des 20 degrés. Chambéry lance donc une vaste opération de vente de son patrimoine immobilier. La ville, endettée à hauteur de 100 millions d'euros, espère bien ainsi boucler son budget. Une manœuvre décriée par l'opposition municipale de gauche qui dénonce une politique à court terme au détriment des investissements dans les bâtiments publics. Xavier Schmitt, Jean-Pierre Rivet. Un appartement près de la gare, une pièce cuisine, 40 mètres carrés, mise à prix 80 000 euros. Chambéry met en vente plusieurs dizaines de biens immobiliers. Des appartements, mais aussi 2 bars comme celui-ci, ou encore des locaux professionnels et des terrains. Les acquéreurs sont désignés par le conseil municipal. On va proposer effectivement un acquéreur parmi d'autres, puisque ce sont des enchères qui sont ouvertes, au conseil municipal qui choisira lui-même l'acquéreur retenu. La municipalité, élue en 2014, intensifie la vente du patrimoine immobilier. 3 millions d'euros sont attendus cette année pour équilibrer le budget et pour alléger la dette de la ville. Elle se monte à quelques 120 millions d'euros, avec notamment des prêts toxiques, des prêts indexés sur les marchés financiers. Je rappelle que Chambéry a une part d'emprunts toxiques significatif, que pour rembourser les 8 millions d'emprunts toxiques que nous souhaitons rembourser le plus vite possible, les financeurs nous demandent 18 millions de pénalités. Ce qui veut dire que la ville va devoir emprunter un peu plus de 26 millions d'euros. L'opposition municipale dénonce une absence de projet et elle craint la vente de bâtiments accueillant des services publics, sociaux ou culturels. Dans une période de crise telle que nous la vivons aujourd'hui, est-ce que la priorité est immédiatement de rembourser un certain nombre de prêts? Certainement pas. La priorité, c'est de faire de la collectivité, de la ville, un soutien fort pour le vivre ensemble, le lien social. Cette année, les ventes immobilières de Chambéry vont tout juste compenser la baisse des dotations de l'État. Immobilier toujours avec la conséquence ou les conséquences de la modification de la loi Allure. Dorénavant, c'est une commission intercommunale qui décidera de l'attribution des logements sociaux. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans toutes les mairies. Exemple en Savoie où 24 élus de la communauté d'agglomération du lac du Bourget se sont abstenus lors du vote de ce nouveau plan. Maxime Ourendic et Frédéric Pasquette. Il y a comme un flottement dans l'air dans la communauté d'agglomération du lac du Bourget. En cause, les logements sociaux. Dorénavant, c'est une commission intercommunale qui en aura la charge. Certains maires craignent d'être dépossédés de leur droit de regard sur une partie des dossiers à traiter dans leur commune. J'ai des gens très souvent qui me sollicitent, qui veulent venir donc au Moncel. Et donc on a des rapports avec l'OPAC. Les gens nous appellent en disant écoutez, il y a un appartement qui se libère. Et donc, on souhaite, est-ce que vous avez quelqu'un? Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, je serais intéressé pour venir au Moncel. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse garantir qu'on ait notre mot à dire, tout simplement. Certes, la loi Allure modifie le dispositif d'attribution des logements. Mais la commission intercommunale ne devrait pas se substituer au pouvoir du maire. Elle doit permettre de fixer des objectifs communs en regroupant maires, bailleurs sociaux, représentants d'associations de locataires et collecteurs d'1% logement. Ensemble, ils vont travailler sur le diagnostic du territoire et établir les critères sur lesquels il va falloir se baser. Les modalités pour qu'il ait une information qui soit la même partout sur le territoire, qu'il ait un accueil qui soit le même partout sur le territoire et qu'il y ait de la transparence sur comment va être gérée sa demande de logement social. La commission intercommunale se réunira l'année prochaine. Elle devra élaborer les nouveaux objectifs du logement social sur l'agglomération avant juin 2016.
La fusillade mortelle qui a fait une victime hier à Saint-Martin-d'Air en Isère serait liée à la guerre des gangs qui avait éclaté en 2007. Au-delà de la similitude du mode opératoire, le frère de la victime a lui-même été assassiné en février 2007 dans un parc de Fontaine, en Isère. Et puis la nouvelle rectrice de l'Académie de Grenoble, nommée le 9 septembre dernier, est dans le collimateur de la justice pour des irrégularités dans ses notes de frais. Claudine Schmitt-Lenné fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics à Rouen, où elle exerçait auparavant. Direction Saint-Martin-d'Air, en Isère toujours. L'Isère qui accueille aujourd'hui le challenge d'escalade du trophée Gentiane. Une compétition réservée aux militaires qui devront aussi s'affronter plus tard en ski de montagne et en trail. L'objectif est double, renforcer la cohésion des troupes et faire la promotion des sports de montagne. Cédric Picot, Yves-Marie Glo. C'est un assaut mené à main nue. Le sergent Nicolas s'engage sur une voie classée 7A+. Pour un grimpeur, c'est un beau défi, mais pour ce chasseur alpin, c'est presque une routine. Ça représente vraiment une particularité des troupes de montagne. Donc l'aspect escalade, ça fait partie intégrante de notre entraînement et de notre quotidien. Certains ont pour eux l'habitude, d'autres la détermination. Les 140 compétiteurs présents sont issus des troupes de montagne françaises. Parmi eux, on trouve des alpins très aguerris, mais aussi des régiments de soutien, des soldats de l'artillerie, de la cavalerie et du génie venus du sud de la France. Ça va du 5A à 5B et ça peut monter très haut. Il y a des compétiteurs qui grimpent 7B, 7C, voire plus. Donc le niveau est assez hétérogène, mais une bonne moyenne. Avec le ski alpinisme et le trail, l'escalade en salle, c'est l'une des 3 disciplines du trophée Gentiane. La compétition militaire est destinée à la cohésion des troupes, une épreuve à vocation sportive et opérationnelle. On est des soldats de montagne, donc on a une capacité de soldats comme toute l'armée de terre, et en plus, on fait ça dans les montagnes. Donc nous, notre motivation, en fait, c'est de garder notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est être capable, dans toutes les conditions, de faire nos missions, de remplir nos missions. Donc quand ça grimpe, quand il y a de la neige, quand il faut mettre les skis, quand il faut grimper au sommet du rocher, c'est notre job, donc on adore ça. Voilà. Le challenge d'escalade se termine cet après-midi. Les autres épreuves du trophée Gentiane auront lieu à partir de février prochain. Et à noter justement cette intervention des hommes du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux hier, qui ont dû employer les grands moyens pour transporter un habitant plutôt corpulent, un habitant de Visil, et ce jusqu'au CHU de la Tronche. Les précisions sur cette affaire sur notre site alpes.france3.fr. Une vingtaine de jeunes hauts-savoyards participaient hier à leur journée défense. Exceptionnellement, cette étape obligatoire dans leur parcours citoyenneté ne s'est pas déroulée sur un site militaire, mais chez les pompiers d'Annemasse, en Haute-Savoie. Une façon de mieux connaître l'engagement en général et les services de secours en particulier. Cédric Picot, Dominique Sommet. Un choc frontal, 2 blessés graves et 17 jeunes pour assister à la simulation. Dans le cadre de leur journée de défense et citoyenneté, ces futurs majeurs participent à un exercice avec les pompiers d'Annemasse. Le but est de mieux connaître les risques de la route et les conditions d'intervention des secours, mais pas seulement. Le dernier objectif qui est le plus important, c'est de démontrer toutes les filières pour rentrer sapeurs-pompiers, de jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et également sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui aujourd'hui nous manque par rapport à leur disponibilité. Et on souhaiterait, à l'issue de la journée, si on pouvait faire naître certaines vocations. En Haute-Savoie, les 3/4 des pompiers sont des volontaires, un engagement encouragé aujourd'hui. Dans les Alpes, 750 jeunes effectuent chaque semaine leur journée défense et citoyenneté. Habituellement, le rendez-vous se déroule sur un site militaire, mais il sert autant à la promotion de l'armée qu'à l'apprentissage des valeurs républicaines. On est beaucoup sur le travail de mémoire, donc tout ce qui est la résistance, on a beaucoup d'intervenants qui viennent, on travaille avec les associations des anciens combattants. C'est orienté sur le travail de mémoire, le devoir de mémoire en priorité. Mieux connaître l'histoire, mieux connaître la société, les journées défense et citoyenneté mobilisent chaque année 24 000 jeunes de la région, autant de futurs citoyens qui choisiront peut-être de s'engager à leur majorité. Un mot de politique. Laurent Wauquiez, candidat Les Républicains aux élections régionales, devra quitter sa place de numéro 3 du parti s'il est élu à la présidence de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Une décision de Nicolas Sarkozy qui souhaite des troupes
plus disponible pour le parti en question. Gros plan maintenant sur les méthodes qui ralentissent la progression de la maladie de Parkinson. Cette maladie qui ne se déclare pas que chez les personnes âgées. Tremblements, lenteur des mouvements, fatigue. Alors au-delà des traitements classiques, à Autran en Isère, un professeur de tai chi donne des cours qui permettent aux patients de mieux gérer leur quotidien. On voit comment avec Nathalie Rapuc et Dominique Bourget. Je vais vérifier votre stabilité. Dans ce cours de tai chi adapté, Paul démontre qu'il est possible de trouver son équilibre par des mouvements simples. Il travaille sur l'énergie avec la respiration afin de détendre les muscles. Et si vous êtes bien fort, vous pouvez résister. C'est à la fois aussi tout un savoir-faire, c'est-à-dire une connaissance dans tous les gestes du corps. C'est-à-dire pour tel geste, je dois faire comment, avec telle posture, et puis comment le faire. Certains pratiquants sont atteints de la maladie de Parkinson. Déséquilibre, fatigue, tous ces symptômes peuvent être handicapants pour le quotidien. Hervé est un ancien PDG. Il a dû stopper toute activité professionnelle à cause des coups de fatigue aléatoires dus à la maladie. Les symptômes sont les suivants. Je vais être raide et je vais me mettre à trembler. Donc dans ces cas-là, tout simplement, je m'arrête, je prends ma petite pilule, j'attends un quart d'heure à peu près et je suis en état pour reconduire à nouveau. En 7 ans, Hervé est passé par plusieurs stades avant d'accepter la maladie. Après l'acupuncture, les séances d'orthophonie, la kinésithérapie, il s'est aussi mis au tai chi et à la marche active avec sa femme Padou. Le sport pour produire de la dopamine, neurotransmetteur qui permet le mouvement. Un combat de tous les instants qui demande beaucoup de concentration. Quand je dois lever un pied, je vais me focaliser sur les doigts de pied. C'est-à-dire je me focalise sur l'endroit que je dois faire bouger et non pas en essayant de le faire musculairement sans réfléchir. Je dois réfléchir pour faire le mouvement qui avant était naturel et qui n'est plus naturel. Le tai chi pour les Parkinsoniens, une initiative de Valérie Frex, neurologue au CHU de Grenoble. Après avoir lu des articles dans les revues scientifiques, elle s'initie à l'art martial et le préconise à ses patients. Ce que j'ai pu constater pour certains d'entre eux, c'était une amélioration de la posture, une marche plus dynamique, plus assurée, des mouvements plus amples, plus rapides, principalement. À raison d'une fois par semaine, la pratique du tai chi est également bénéfique pour le psychisme des malades, mais aussi pour les aidants. Pourquoi pas faire du tai chi? Alors sans compter que j'en tire un bénéfice aussi personnel, mais c'est aussi un bon moment de partage et c'est aussi un moment où je peux l'aider lui parce qu'on se corrige l'un, l'autre. Donc c'est construire ensemble et c'est aller ensemble vers une direction aussi. Depuis 1 an, Paul met en place une pédagogie afin de rendre accessible cette pratique à celui qui en a le plus besoin. On peut démontrer qu'il peut utiliser cette énergie dans son quotidien et s'il l'utilise, il va se fortifier, il va retrouver une meilleure santé, il va pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement, quoi. L'Institut XPO d'Autran organise un séjour pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et pour leurs proches, du 16 au 20 octobre prochain. On ouvre maintenant le premier volet de notre série sur les conséquences du réchauffement climatique dans les Alpes. Une série de Françoise Gay et Vincent Abran consacrée aujourd'hui à l'impact sur les plantes. Ils ont suivi le botaniste haut-savoyard Denis Jordan qui s'intéresse à la flore de son département depuis 30 ans. Près de chez lui, au cœur du Chablais, Denis Jordan a son jardin secret. Dissimulé au sein d'une forêt de feuillus, une petite clairière argileuse abritant des pins sylvestres et une vingtaine d'orchidées. Une curiosité naturelle dont ce botaniste renommé étudie la moindre plante, semaine après semaine, depuis déjà 3 décennies. Petit à petit, au fil des heures d'observation, un constat. Les plantes réagissent au réchauffement climatique, mais ça ne saute pas forcément aux yeux. Je pense que l'influence on peut peut-être la regarder comme minime
actuellement, elle est un peu débutante, enfin, on est dans les débuts, mais elle sera toujours plus progressive avec les années qui vont venir. Hein. Et si on n'arrive pas à maîtriser ce réchauffement, enfin, par rapport aux émissions de tout ce que produit l'homme et qui réchauffe l'atmosphère, je pense qu'on peut aller que dans un mauvais sens. Face à l'augmentation des températures, quelques plantes ont bel et bien commencé à voyager. Certaines ont migré du sud de la France, car elles trouvent désormais dans les Alpes les conditions nécessaires à leur développement. J'ai par exemple ici le crépis fétide, on l'appelle ainsi parce qu'il dégage une odeur désagréable lorsqu'on le froisse, on froisse les feuilles. Eh bien, il y a 20-30 ans en arrière, on avait quelques petites 2-3 localités dans le département. Alors qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est devenu banal, hein. Contrairement à d'autres, il reste encore assez rare, mais cela dit, il est quand même beaucoup plus fréquent qu'il ne l'a été il y a 20-30 ans en arrière à peu près. Denis a fait de sa passion son métier. Dans ses classeurs, soigneusement collectés et répertoriés, une formidable collection de plantes d'ici ou d'ailleurs. Alors j'en ai à peu près 10 000, ce qui peut vous sembler beaucoup, mais en fait c'est un petit herbier. Et parmi ces milliers de planches, ce spécialiste de la flore de Haute-Savoie a commencé à recenser les espèces que la chaleur fragilise. Il y a une lèche là qu'on appelle la lèche des tourbières. Hein. Là c'est incontestable qu'avec une toute petite population d'une plante qui vraiment recherche le froid, aime le froid, hein, il lui faut du froid sinon elle ne se développe pas, avec le réchauffement c'est clair que dans les années d'ici peut-être 20-30 ans ou peut-être plus, je ne sais pas précisément, elle est amenée à disparaître à mon avis. La flore rare ou menacée d'Haute-Savoie, c'est l'objet de l'atlas que le botaniste vient de publier, un recensement de 395 espèces dont certaines pourraient disparaître de nos paysages sous l'effet du réchauffement climatique. Un réchauffement particulièrement visible sur les glaciers. Prochain volet de cette série. D'une plante à l'autre, l'automne est une excellente saison pour redécouvrir les vertus oubliées de l'ortie. Elle pousse en abondance en Savoie, dans le massif des Bauges notamment. Maëlys Chauvin et Frédéric Pasquette ont rencontré une productrice qui s'est lancée dans la commercialisation de cette plante urticante dont on dit depuis des lustres qu'elle sert à tout, ou presque. D'ordinaire, on se méfie de l'ortie. Nadège, elle, la défie régulièrement tout au long de l'année. Elle remplit son panier de cette mauvaise herbe, de cette satanée plante. Une pratique qui lui vient directement de sa grand-mère. Ma mère, elle, ayant connu les périodes de guerre, ces choses-là, elle ne veut pas en entendre parler. Parce que, pour elle, ça correspondait à quelque chose de... Pour les pauvres, les périodes de disette, de vaches maigres. Depuis un an, Nadège est officiellement productrice de plantes aromatiques et médicinales. Autour d'elle, le massif des Bauges est plutôt généreux en la matière. Sauge, verveine ou encore mélisse, dans son séchoir, les parfums se mélangent. Ça, c'est de la bourrache. Et parmi ces plantes bienfaitrices, bien sûr, il y a l'ortie et ses 1000 vertus ancestrales que l'on ne parvient même pas à citer. Votre grand-mère, elle vous disait de la prendre, pourquoi ? Mais elle, je pense qu'elle se posait pas la question, elle la mettait dans la soupe. C'était normal. Ça remplaçait un légume, quoi. On dit c'est un fortifiant général, on dit qu'elle est dépurative, donc elle régénère le sang. Donc c'est pas mal déjà. Elle est bourrée de vitamines. Hein. Tisane d'ortie, confiture d'ortie, cake d'ortie, Nadège en met à toutes les sauces, et notamment lors de cures préventives à l'approche de l'hiver. Et voilà pour l'information régionale de la mi-journée. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale du 12-13. Prochain Journal des Alpes, 19h, en compagnie de Valérie Chastelan. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain.